bienvenue en cette matinée pluvieuse, très agréable pour arriver. Aujourd'hui, donc, nous recevons Alain Quervé, que certains connaissent peut-être, je sais que certains le connaissent ici. Alain Quervé, c'est un homme qui a fait œuvre d'historien du gaullisme, qui a produit plusieurs livres autour du général de Gaulle. C'est un homme qui n'est pas qu'historien, puisqu'il a une carrière dans le syndicalisme, on venait d'en parler, à la RATP, et une carrière d'élu aussi, puisqu'il est élu dans l'opposition à Quimperlé depuis 2008 également. Donc un parcours riche, sur lequel peut-être on pourra aussi revenir si ça intéresse certains d'entre vous. Mais le sujet qu'il va traiter aujourd'hui, c'est un sujet qu'il a traité dans l'un de ses ouvrages, vous voyez, Une révolution en héritage, qui est la question du gaullisme social. C'est peut-être un pan auquel on ne pense pas quand on pense à cette époque des années 60, mais en réalité le gaullisme social, c'est aussi une réflexion sur laquelle le général s'est lancé bien avant, je pense que vous avez aussi illustré ça. Mais c'est quelque chose qui est important pour comprendre l'œuvre du général de Gaulle, et aussi qui a laissé un certain nombre d'idées un peu en suspens, qui n'ont pas été en application. Un sentiment peut-être d'inachevé du côté des gaullistes des années 60. Sentiment d'inachevé, d'autant qu'un certain nombre de, j'en parlais aussi un petit peu avec vous, de choses étaient prévues dans l'esprit du général et qui n'ont pu s'enclencher entre la crise de 68 et l'échec du référendum de 69. Donc vous allez sans doute à la fois évoquer ces idées, le projet, peut-être aussi, on aura l'occasion d'en discuter si ce n'est pas prévu de votre intervention, de l'intérêt de ces idées pour maintenant. Donc je vous laisse la parole. Bon, bonjour à tous d'abord et à toutes. Je voudrais remercier d'ailleurs M. Légal de m'avoir invité. Il faut savoir que ce genre de conférence, je le fais depuis 2015. Ça a été interrompu avec la Covid, évidemment. Et quand M. Légal a pris contact avec moi, je lui ai proposé effectivement de pouvoir parler de ce sujet, qui, pour ma part, est un sujet important, qui n'est pas souvent évoqué dans les biographies sur le général de Gaulle, c'est effectivement la politique sociale du général de Gaulle. Bon, il faut savoir, en ce qui me concerne, moi je suis un militant gaulliste depuis 1967. Alors ne calculez rien, c'est pas la peine. Il faut savoir qu'à l'époque, les jeunes ne votaient qu'à partir de 21 ans. Donc moi j'ai commencé à militer en 67, j'avais pas 21 ans, et je n'ai voté la première fois que pour le référendum de 69, avec la désillusion que chacun peut comprendre, effectivement, par rapport à ça. Je voudrais préciser quand même un certain nombre de choses. Je ne suis ni un intellectuel tel qu'on les définit de façon générale, ni un historien dont c'est le métier. Cet ouvrage, Une révolution en héritage, c'est un outil d'abord pour mieux comprendre la politique sociale du général de Gaulle. C'est donc, et je le considère comme étant un livre militant avant toute chose. Alors, tout à l'heure, M. Légal a parlé d'un certain nombre de sujets tels que la participation, etc. On y reviendra, évidemment. Ceci dit, la politique sociale du général de Gaulle, ce n'est pas que ça. C'est énormément de choses. Alors, tout d'abord, quelles sont les sources de réflexion qui ont influencé le général de Gaulle? Elles sont nombreuses, mais je voudrais insister sur les valeurs chrétiennes, d'abord. Et ça fait du bien d'en parler aujourd'hui, entre nous se dit. Notamment, le problème de la condition ouvrière qui s'inspire de nombreux textes, et notamment de l'encyclique, alors, excusez comment j'ai prononcé au niveau latin, mais Rerum Novarum, qui veut dire les choses nouvelles, en fait, du pape Léon XIII. Effectivement, c'était en 1891, ce qui remonte quand même à un certain temps. Et puis, il y a également Master et Magistrat de Jean XXIII, donc en 61, qui disait la chose suivante. L'État, dont la raison d'être est la réalisation du bien commun dans l'ordre temporel, ne peut rester absent du monde économique.
il doit être présent pour y promouvoir avec opportunité la production d'une quantité suffisante de biens matériels et pour protéger les droits de tous les citoyens, surtout les plus faibles, comme les ouvriers, les femmes et les enfants. C'est également son devoir inflexible de contribuer activement à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. C'est important. Il se base effectivement sur un certain nombre de choses de cette valeur. Dans sa jeunesse, d'ailleurs, De Gaulle participe à diverses réunions et colloques de même obédience. Jeune République de Marc Sangnier, au débat organisé par l'Aube, c'était effectivement un journal d'inspiration chrétienne avant-guerre. Il est abonné à Temps Présent. Notons aussi François-René de la Tour du Pin, certains ont entendu parler, inspirateur en France du catholicisme social. Alors, effectivement, après, il y a la guerre, l'appel du 18 juin, et pour parler de la politique sociale, il faut rappeler, et c'est extrêmement important, à Oxford, le 25 novembre 1941, nous sommes en pleine guerre, 1941, il fait un discours, effectivement, auprès des étudiants, et voilà ce qu'il dit en 1941. Si complète que puisse être un jour la victoire des armées, des flottes, des escadrilles des nations démocratiques, si habile et prévoyante que se révèle ensuite leur politique vis-à-vis de ceux qu'elle aurait encore une fois abattus, rien n'empêchera la menace de renaître plus redoutable que jamais, rien ne garantira la paix, rien ne sauvera l'ordre du monde si le parti de la libération, au milieu de l'évolution imposée aux sociétés par le progrès mécanique moderne, ne parvient pas à construire un ordre tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun y soit exaltée et garantie, au point de lui paraître plus désirable que n'importe quel avantage offert par son effacement. On ne voit pas d'autre moyen d'assurer en définitif le triomphe de l'esprit sur la matière, car en dernier ressort, c'est bien de cela qu'il s'agit. J'insiste, 25 novembre 1941. Et il poursuit plus tard, le 1er avril 1942 à Londres. Il précise, je dois dire, que les gens qui dans le monde se figureraient pouvoir retrouver, après le dernier coup de canon, une France politiquement, socialement, moralement pareille à celle qu'ils ont jadis connue, commettraient une insigne erreur. On voit déjà l'évolution qu'il a en 1942, et il poursuit à Alger le 3 novembre 1943. Alors à Alger, le 3 novembre 1943, c'est parce que, effectivement, la France libre a son siège maintenant à Alger, en 1943. La France veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale échappent à la nation, c'est important, où les activités principales de la production et de la répartition se dérobent à son contrôle, où la conduite des entreprises exclut la participation des organisations de travailleurs et de techniciens dont cependant elle dépend. Voilà l'évolution importante. Et pour mémoire, rappelons quand même que le 25 mars 1959, donc c'est plus tard, et alors qu'il vient de revenir aux affaires, il dit ceci, et ça on le voit à Colombey notamment, en notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Alors, c'est extrêmement important. Et puis, après, il y a effectivement la guerre, il y a la création du Conseil national de la résistance, c'est lui qui prend l'initiative de le faire. Évidemment, c'est Jean Moulin qui le met en place, puisqu'il est chargé de mission du général de Gaulle. Et le CNR, le 15 mars 1944, donc avant le débarquement, produit son programme. Et dans ce programme, en fait, il y a deux parties importantes. Il y a une première partie
qui concerne la libération de la France. C'est une véritable lettre de mission pour les soldats dits de l'ombre, notamment en vue du débarquement allié. Car il faut ne pas oublier la part prépondérante qu'a pris les mouvements de résistance pour aider effectivement le débarquement en Normandie. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis, dans ce texte du Conseil national de la résistance, il y a une deuxième partie qui décline un certain nombre d'orientations politiques qui cadrent encore aujourd'hui notre vie politique et sociale, et notamment les fondements de ce qui sera plus tard la Ve République. Et donc, dans cette partie sociale du programme du CNR, il y a notamment des orientations telles que la planification à la française. Si vous voulez, on pourra en débattre parce qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. On ne sait pas où on va. Avec la nationalisation des secteurs stratégiques, mais également, déjà est évoqué dans ce document, la participation des travailleurs. Et ça a été fait évidemment à la demande du général. Et puis, il y a aussi deux domaines qui sont traités effectivement dans ce programme. C'est l'instauration d'une sécurité sociale pour tous et la représentation du personnel dans les entreprises. Déjà, le Conseil national de la résistance évoque ces points qui seront repris très largement dans le programme social du général de Gaulle. Alors, concernant la sécurité sociale, ce qui est un sujet quand même extrêmement important, l'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1945 est signé, promulgué par le général de Gaulle. C'est la chose suivante, il est dit « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes, trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale. Elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et leur avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. » Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que certains, dans d'autres milieux que les nôtres, je pense notamment au Parti communiste, avec Ambroise Croizat, qui s'attribue effectivement honteusement l'initiative d'avoir créé une sécurité sociale pour tous. Or, Ambroise Croizat, n'oublions pas qu'il faisait partie des communistes qui ont été exclus de l'Assemblée nationale en 1939, suite au pacte germano-soviétique, qui s'est retrouvé emprisonné à Alger pendant plusieurs années, libéré à Alger par les résistants gaullistes, et Ambroise Croizat ose dire avec le Parti communiste que c'est eux qui ont inventé la sécurité sociale. Il faut savoir que c'est pas... parce qu'on souvent, on se rappelle qu'Ambroise Croizat a été ministre du dernier gouvernement de Gaulle, effectivement en 1945, avant son départ, donc en janvier 1946. Il a été ministre, mais ce n'est pas lui qui était ministre au moment de la mise en place de la sécurité sociale. Je veux parler effectivement des ordonnances du 4 octobre 1945. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler parce qu'il y en a qui, effectivement, le parti des 75 000 fusillés, comme s'il y en avait eu 64 000 d'abord, et puis s'attribuer effectivement tout ce qui est par rapport à la sécurité sociale, c'est honteux. Et dans un de mes ouvrages, qui va reparaître sur la biographie complète du général de Gaulle, j'insiste effectivement dans un texte sur le rôle de l'appareil du Parti communiste entre 1939 et 1940. Parce qu'en fait, il ne faut quand même pas oublier qu'ils approuvaient le pacte germano-soviétique, qui a permis quand même à Hitler d'envahir la France avec un seul front. Un seul front. Les choses auraient peut-être été différentes si effectivement il y avait eu un front déjà à l'Est, ce qui n'a pas été le cas.
Alors, sur les comités d'entreprise, effectivement, c'est institué également dans le cadre du projet, du programme du Conseil national de la résistance. Et ça, c'est important, même si, par la suite, l'exercice qui a été ceux des comités d'entreprise, et ça, personnellement, je l'ai connu aussi en tant qu'élu à la RATP, a été largement dévoyé par un certain nombre d'organisations syndicales qui n'ont pas utilisé les comités d'entreprise par rapport à ce qui était prévu, effectivement, dans les textes qui les ont mis en place. Alors, je passerai sur la traversée du désert du général de Gaulle. Ceci dit, quand il est parti en 1946, en janvier 1946, c'est parce qu'il voulait montrer son désaccord sur le fait que les partis politiques reprenaient le pouvoir. Or, vous le savez bien, que le général de Gaulle, lui, ce qu'il voulait, ce qu'il a toujours voulu et toujours défendu, c'est un pays avec un État fort, effectivement, et qui défend l'intérêt général. Alors que les partis politiques, ceux de l'époque, avaient des revendications très particulières. Et puis, il y avait toujours, on en parlera certainement plus tard, cette idée de lutte de classe qui, effectivement, le repilait, parce que, effectivement, la lutte des classes, c'est un poison dans une société. C'est un poison. Il faut donc mettre en place des mesures qui permettent au moins de réguler, effectivement, parce qu'il y aura toujours des classes, ok, mais de là à aller jusqu'à la lutte de classe, partout, dans les entreprises, dans les écoles, etc. Donc, en 1946, il quitte le pouvoir. Il y a l'instauration donc de la 4ème République, avec des institutions qui ne sont pas celles qu'il voulait, effectivement. Il suffit de se référer au discours, je mets au pluriel, de Bayeux, parce qu'il y en a eu 2. L'autre jour, j'ai fait un voyage justement à Bayeux, et on a vu cette place qui s'appelle d'ailleurs la place Charles de Gaulle, où il a prononcé son premier discours en 1944, au moment où effectivement il revient d'Angleterre après le débarquement. Et quand on regarde bien ce qu'il disait déjà à l'époque sur les institutions, ça montre effectivement qu'il a une perception et il reste toujours constant dans ce qu'il prône effectivement pour l'État. Et dans le cadre de ce départ en 1946, il crée en 1947 effectivement le RPF, le Rassemblement du peuple français. Donc il le crée le 30 mars 1947 à Bruneval, lors d'un rassemblement organisé par le colonel Rémy. Puis à Strasbourg, les 6 et 7 avril. Donc je voudrais simplement, pour revenir sur le RPF, rappeler la composition, du moins un certain nombre de personnes qui accompagnent le général de Gaulle dans la création du RPF. Parce que ce sont des noms qui sont quand même connus. Pierre-Henri Klöstermann, le célèbre aviateur. Jacques Vendroux, beau-frère du général. Rémy, le colonel des renseignements de la France libre. Jacques Soustel, bon, tout le monde sait qu'il s'opposera plus tard au général à propos de la guerre d'Algérie. Gaston Paluski, qui était un des fidèles du général et qui sera toujours présent auprès de lui. Pierre de Bénouville, résistant. Louis Vallon, homme de gauche, gaulliste de gauche, plus tard, comme il sera qualifié. Jacques Baumel, qui s'appelait Saint-Just ou Bernex pendant la Résistance. Ça, c'est pour ne citer que les gens qui entourent, effectivement, le général lorsqu'il crée le RPF en 1947. Mais la particularité essentielle du RPF, qui se veut d'abord un rassemblement, c'est de mettre en évidence la condition ouvrière. Et c'est là qu'il commence à parler de l'association du capital du travail. Plus tard, on parlera de participation, on y reviendra. Pour ma part, je suis plus attaché à
ce libellé association du capital et du travail. Parce que c'est de là que se détermine toute sa politique au niveau de la participation. Alors, dès qu'il revient au pouvoir en 1958, après les affaires, effectivement, les problèmes de l'Algérie, il s'attelle à deux dossiers importants. Une constitution, celle de la Ve République, et de régler le problème algérien. Dès le 3 juin, au moment où il est investi par l'Assemblée nationale, je vous rappelle qu'à ce titre, il est le dernier président du Conseil de la 4e République. Ça, il faut s'en rappeler. Et donc, dès le 3 juin, il fait voter une loi constitutionnelle qui donne mandat au gouvernement de rédiger un projet de nouvelle constitution qui sera soumise à l'approbation par voie du référendum. Là, on commence à parler de référendum. Mais il entame immédiatement, malgré ces deux dossiers extrêmement importants, il entame immédiatement la réforme de la politique économique et sociale. Le 28 décembre 1958, au cours d'une allocation télévisée, il recadre le financement des entreprises publiques, RATP, SNCF, de la sécurité sociale également, mais en contrepartie, il augmente les retraites le 1er janvier 1959, le SMIC et les rémunérations des fonctionnaires et personnels des entreprises nationales, plus 4%. Et il annonce, donc nous sommes en 1958, la mise en œuvre d'une allocation chômage négociée entre le patronat et les syndicats de salariés. Alors, concernant toujours la politique sociale, et pour faire suite à sa volonté de travailler directement sur ce sujet-là, dès son retour, il prend l'initiative des premières ordonnances sur la participation, celle du 7 janvier 1959. Je rappelle que le 7 janvier 1959, il est encore le dernier président du Conseil de la 4e République, parce que ce n'est que le lendemain qu'il devient officiellement le premier président de la 5e République. Autrement dit, la dernière ordonnance de la 4e République, elle est signée Charles de Gaulle et elle concerne effectivement une ordonnance sur la participation. Et le 14 janvier 1963, il trace, et pour longtemps, les ambitions pour la France à partir d'un postulat d'une évidence de bon sens. Il déclare « Tout ce que nous voulons avoir, en plus de ce que nous avons, ne proviendra que de l'augmentation régulière de notre produit national. » Il poursuit « Il n'y a pas une seule société humaine dans le monde, quel que soit son régime politique, économique et social, qui puisse nourrir le progrès autrement que par l'expansion. » Et toute sa politique qu'il fera à partir de là, effectivement, sera basée sur ce thème-là. Par exemple, le 4 février 1965, dans le cadre d'une déclaration, d'une conférence de presse, il déclare son attachement à l'esprit d'entreprise individuelle qui comporte des risques. Il le rappellera souvent, et si pour Charles de Gaulle la politique de la France ne se fait pas la corbeille, c'est à ce moment-là qu'il le dit, l'entreprise privée et le droit de propriété sont des points d'ancrage permanents. Alors après, je le cite quand même, c'est que entre 65 et 67, il y a l'élection présidentielle du suffrage universel. Je rappelle quand même que la 5e République existe depuis 1958. Il y a eu une seule fois où le gouvernement a été mis en minorité à l'Assemblée nationale. C'est sous Charles de Gaulle, certains ont traité de dictateur. En 1962, effectivement, l'Assemblée nationale vote une motion de censure à propos du projet d'élection du président de la République au suffrage universel. Et c'est là, effectivement, il dissout l'Assemblée nationale, donc il y a des nouvelles élections, et après, il y a le référendum qui lui donne raison. Ceci dit,
Depuis, il n'y a jamais eu de motion de censure votée à l'Assemblée nationale. Et même quand il y a eu des référendums perdus, on n'en a pas tenu compte. Voilà, on a fait le contraire. Alors, quand il arrive à la fin de son premier mandat en 1965, donc il y a l'élection au suffrage universel, il est élu, même s'il a considéré que le premier tour il est mis en ballottage, ça ne lui a pas plu. Et rappelez-vous, effectivement, qu'à cette époque, la campagne électorale se passait à la télévision, qu'au premier tour, il a refusé de passer à la télévision, il ne voulait pas, il avait une légitimité qui était complètement différente de ses adversaires, je veux parler notamment de François Mitterrand, mais qu'au deuxième tour, il a accepté effectivement de passer à la télévision avec Michel Droit, et là on a eu droit à un De Gaulle qui a renversé effectivement la campagne. Rappelez-vous de certain nombre de ses remarques, et notamment Europe, Europe, Europe. Il expliquait, il s'est expliqué, etc. Bon, ceci dit, en 1967, il y a des élections législatives, et il a une majorité de 3 sièges. Simplement de 3 sièges à l'Assemblée. Je me souviens très bien, à cette époque, j'avais commencé à militer à l'UJP, hein, c'était l'Union des Jeunes du Progrès et Jeunes Gaullistes, et on avait effectivement travaillé sur ce thème-là. Qu'aurait-il fait s'il n'avait pas eu de majorité à l'Assemblée? Et d'après ce qu'on avait pu étudier, il aurait formé un gouvernement de techniciens et non pas de politiques. Il aurait continué à mener sa politique. S'il avait eu un problème avec l'Assemblée nationale, effectivement, il l'aurait dissoute, et puis, en fonction des élections, il en aurait tiré les conséquences jusqu'à démissionner de son poste pour repasser devant les électeurs. Au niveau démocratie, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Aujourd'hui, il y aurait peut-être besoin un petit peu de tenir compte de tout ça. Ceci dit, 1967, c'est le début d'un certain nombre d'oppositions qu'il a notamment avec Georges Pompidou, notamment sur la politique sociale. Georges Pompidou n'était pas favorable à cette histoire de participation, on y reviendra un peu plus dans le détail si vous le voulez. Et donc, on débouche sur mai 68. Alors, contrairement à ce qui a été dit, mai 68, ce n'est pas une affaire exclusive française. C'est dans le monde qu'il y a effectivement des problèmes par rapport à la jeunesse. D'abord parce qu'on a affaire à une génération d'après-guerre. Alors moi, je me rappellerai toujours, en 68, moi j'ai 20 ans, tout simplement, comme ça vous aurez pu calculer effectivement un certain nombre de choses. Moi je suis au service militaire, je suis à Angoulême, dans ma caserne, mais il faut savoir que déjà en février 68, il y a eu le printemps de Prague, en Tchécoslovaquie, et l'occupation des universités, notamment à Rome, et c'est la bataille de... Alors, je vais parler en français, là, même si pour ceux qui parlent italien, Valle-Giulia, bon, voilà. Mais il y a également ce genre de problème aux États-Unis, en Pologne, en Allemagne en avril, donc avant mai 68, ce qu'on appelle les émeutes de Pâques. Alors, il y a plusieurs époques dans cette période de mai 68. Il y a d'abord la révolte étudiante. Alors, le mouvement du 22 mars, celui de Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rouge, est créé donc le 22 mars. Il y a la fermeture de la fac de Nanterre. Alors, il faut savoir qu'au début, le point central de la révolte des étudiants, c'est une révolte contre la guerre du Vietnam. Il faut se rappeler qu'en 68, la guerre du Vietnam avec les Américains,
Et il y a donc ce qu'on appelle les chahuts qu'il y a eu. Il y a eu aussi un certain nombre de revendications très jeunes. Effectivement, les garçons voulaient pouvoir aller dans les dortoirs des filles. Bon, à 20 ans, ça peut se comprendre. Ceci dit, ça faisait partie effectivement des mouvements de l'époque. Et puis, il y a eu des mouvements, des échanges musclés, notamment entre le mouvement de Daniel Cohn-Bendit, celui du 22 mars, et Occident, qui était un mouvement à l'époque qu'on qualifiait d'extrême droite et qui était contre l'extrême gauche. Ça nous fait parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Bon. Ça, c'était la première partie de mai 68. Alors, on peut le développer, mais effectivement, ça prendrait beaucoup de temps. Il y a une deuxième période qui est la revendication sociale. Alors, il faut savoir qu'au début, les mouvements d'étudiants sont récusés notamment par les mouvements politiques de gauche, notamment le Parti communiste. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le Parti communiste était contre les mouvements étudiants. Ce n'est que par la suite, voyant l'ampleur que cela prenait, qu'ils ont rejoint effectivement le mouvement étudiant, et que là on est rentré dans une période effectivement de revendication sociale. Alors, juste une anecdote, je vous ai dit tout à l'heure que moi j'étais à l'armée, mais j'étais déjà rentré à la RATP, donc j'étais agent de la RATP qui faisait son service militaire. Entre parenthèses, ça ferait du bien que certains le refassent aujourd'hui. Ce service militaire, moi j'y ai passé un très bon moment, même si à l'époque j'en ai fait 16 mois. Bon, aujourd'hui ça ferait du bien à certains. Et je me rappellerai toujours, c'est qu'en fait, en tant qu'agent de la RATP, je touchais une petite somme tous les mois de la RATP, en tant qu'agent de la RATP, qui je rajoutais à ma solde. À l'époque, la solde, c'était d'ailleurs un peu d'argent, mais des cigarettes. Parce que c'est là que j'ai commencé à fumer. Voilà, c'est comme ça. Et pendant ces moments-là, je touchais aussi, de la part de la CGT qui gérait le comité d'entreprise de la RATP, suite au mouvement, j'ai touché également quelque chose. Entre parenthèses, quand je suis revenu à la RATP, je l'aurais rendu. Parce que je ne voulais pas, effectivement, avoir de l'argent qui venait des mouvements de 68, etc. Il faut savoir que moi, quand j'étais à la caserne à Angoulême, lors des fameuses manifestations, on y reviendra parce que c'est la troisième partie très politique, je me rappellerai que j'étais dans ma caserne, j'étais aux transmissions qui étaient à côté du bureau du colonel, et je manifestais pour les manifs en faveur du général de Gaulle. Donc il m'avait un petit peu rabroué là-dessus, sauf que quelques jours après ça, il m'avait demandé d'aller chercher son journal au bureau de tabac. Alors j'ai demandé quel journal, il me dit La Nation, qui était le journal gaulliste de l'époque. Et donc je l'en ai ramené deux, je lui ai dit voilà le vôtre, ça c'est pour moi. Il m'a dit Alain, vous ne l'achetez plus, je vous prêterai le mien. Donc j'ai fait des économies aussi là-dessus. Bon. Et donc il y a cette revendication sociale. Alors il faut savoir que le 13 mai 68, je rentre en perme sur Paris, parce que j'habitais Paris à l'époque, et dès le lendemain, il n'y a plus de train. Donc je ne peux pas retourner à ma caserne. Donc, grâce à mai 68, j'ai eu une semaine de permission. Au bout d'une semaine, les gendarmes sont venus me chercher à la maison quand même. Et donc, je suis rentré en Angoulême par camion, effectivement. Bon, c'est toute une histoire. Mais il faut savoir qu'aux transmissions, moi, je recevais des messages tous les jours qui venaient effectivement de l'état-major du ministère des Armées. Et que j'ai reçu ce fameux message signé Pierre Mesmer, qui supprimait les permissions des militaires, qui demandait à ce qu'on leur donne un fusil, mais surtout avec des balles à blanc. Il faut savoir qu'à l'époque, le général de Gaulle s'était opposé à ce qu'on donne des munitions réelles aux militaires,
parce que, disait-il, je ne veux pas qu'on tire sur mes petits-enfants. Eh oui, bon. Donc il y a eu ce mouvement, effectivement, revendication sociale. Le rôle joué par certains politiques que l'on connaît, et notamment Jacques Chirac, qui était effectivement surnommé le bulldozer de Georges Pompidou, et qui avait été chargé de prendre des contacts avec notamment la CGT, et donc de citer quand même ce qui Chirac dit à Georges Séguy: il faut sauver la politique extérieure du général de Gaulle par la reprise du travail. Il faut rappeler aussi que la CGT, très inféodée à l'Union soviétique à l'époque, prenait effectivement, ne voulait pas que de Gaulle soit mis à la porte en 1968. Il faut quand même se le rappeler. Et donc le 27 mai, Jacques Chirac reçoit les félicitations du général pour ce qu'il fait effectivement en direction de la CGT. Alors, après la troisième partie de mai 68, c'est effectivement le théâtre politique. François Mitterrand et Waldeck-Rochet, effectivement, commencent à rentrer dans la politique pure. Le 28 mai, François Mitterrand considère qu'il y a vacance du pouvoir et il se déclare candidat à la présidence de la République. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démission, mais lui, il se présente comme candidat à la présidence de la République. De son côté, Waldeck-Rochet, donc au nom du Parti communiste, lui réclame un gouvernement populaire, d'union avec participation des communistes. En fait, il veut refaire le coup du Front populaire de 1936, sachant pourtant comment ça s'est tourné par la suite. Et puis, il y a le fameux discours du 24 mai du général de Gaulle, où il admet qu'il est mis à côté de la plaque. C'est là qu'il propose effectivement un certain nombre de réformes portant sur l'université, sur la participation, etc. Et qu'il annonce donc un référendum. Pourtant, quand on analyse ce texte, c'est un texte qu'il faut effectivement largement approuver. Parce qu'il est profond, il a bien noté effectivement l'évolution de la société, il propose des choses et il veut le faire par un référendum. Alors, c'est là notamment qu'il a des accords avec Georges Pompidou. Et puis il y a le fameux voyage à Baden-Baden, où le général de Gaulle disparaît des écrans. On ne sait plus où il est. Personne n'est au courant, même pas le Premier ministre. Et c'est là, quand il revient, il refait un discours après avoir s'être mis d'accord avec Georges Pompidou. Et voilà ce qu'il dit. Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, y compris son départ, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent hommage de tous. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Et dès le lendemain et le surlendemain, il y a des manifestations pro-Charles de Gaulle, et notamment celle de Paris. Alors moi j'ai vécu celle d'Angoulême. Bon, j'étais là-bas, j'en ai profité. Mais il faut revenir sur celle de Paris qui a été monstrueuse, avec tout le monde, pour peu qu'on s'y intéresse, on se rappelle des images du premier rang où on voit André Malraux, tous ces ministres qui étaient là. Donc c'est une manifestation qui approuve. Et puis, derrière, il y a effectivement les élections législatives. Et là, il y a un raz-de-marée, effectivement,
de l'UNR et l'UDT, l'UDT, je vous rappelle, c'était l'Union des gaullistes de gauche, qui faisait liste commune avec l'UNR. Et donc, 293 sièges, les Républicains indépendants 64, et la gauche, toute confondue, PC, PS, PSU, 91. Donc une très large chambre bleue, effectivement, qui approuve effectivement les décisions du général de Gaulle. Alors, je pense qu'il faut rappeler aussi que quand on parle de la politique sociale du général de Gaulle, on ne peut pas éviter, et c'est un thème que j'ai rajouté dans la deuxième version de ce livre, donc c'est dedans, qui est l'émancipation de la femme et la politique familiale. C'est extrêmement important, parce que qu'est-ce qu'on a pu entendre dire sur le général de Gaulle concernant les femmes? Ça a été épouvantable. Alors c'est vrai aussi qu'il écoutait beaucoup Yvonne, ce qui lui a permis quand même de faire avancer. Alors, il y a eu tout d'abord le droit des femmes à voter. Les gens ont oublié. Moi, ça m'arrive dans des discussions de poser la question même aux femmes qui ne savent plus comment elles ont eu le droit de vote. Alors, le droit de vote, ça a été une ordonnance du 21 avril 1944 du gouvernement provisoire. Il ne faut quand même pas l'oublier. Parce que dès la guerre, et donc les mouvements de résistance, voilà ce que De Gaulle écrivait dans un journal clandestin. Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. Il prend cet engagement déjà dans le cadre de la résistance. Et donc, je vous l'ai dit, le 21 avril 1944, une ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération, il donne le droit de vote aux femmes. Et son article 17 de l'ordonnance décrète « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». C'est extrêmement important, ça, parce que ça commence, il ne faut pas oublier quand même qu'après il y aura des élections dans le cadre du gouvernement provisoire en 1945, les premières élections, ce sont des élections municipales. Et il y a même une commune, je ne vous rappellerai pas le nom, si, je vous rappellerai, à Échingey, dans les Côtes d'Or, tous les membres du nouveau conseil municipal sont des femmes. Aujourd'hui, ce sera interdit. Il faut le savoir quand même. Et donc, Madeleine Enoch, qui s'appelle, dirige une municipalité. Et plus tard, en octobre 1945, donc ça c'est en mai 1945, en octobre 1945, il y a les élections de l'Assemblée constituante, et là il y a 33 femmes, ce qui représente 5,6%, qui sont élues à l'Assemblée constituante. Effectivement, donc ce sont les premières femmes qui sont députées, dans lesquelles on trouve des noms très connus. Marie-Madeleine Desneiges, qui est gaulliste, d'ailleurs elle siégera jusqu'en 1981. Il y a également Madeleine Léo Lagrange, alors au moins Léo Lagrange on connaît, donc qui était l'épouse de Léo Lagrange, qui était SFIO, et il y a même Jeannette Vermèche, épouse de Maurice Thorez, qui entre parenthèses, au moment où je vous ai évoqué tout à l'heure le pacte germano-soviétique, il s'est exilé quand même en Union soviétique, et s'il est revenu libre de tout droit, c'est grâce au général de Gaulle en 1944, dans le cadre des accords que de Gaulle avait passés avec l'Union soviétique. Alors, et d'ailleurs, il faut aussi citer Michel Debré, qui, dans le cadre du premier gouvernement de la Ve République, parce que c'est lui le premier ministre du premier gouvernement de la Ve République, il défend l'égalité entre les hommes et les femmes, et à son initiative, une femme entre au gouvernement, premier gouvernement de Gaulle, donc
en 1958, celui du 8 janvier 1959, comme on a évoqué tout à l'heure. Et cette femme, secrétaire d'État jusqu'à l'indépendance, oh, laissez tomber, c'est pas grave. Elle s'appelle Nefissa Sid-Kara. C'est une Algérienne qui restera donc au gouvernement jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Alors, dans le cadre de l'émancipation de la femme et de la politique familiale, De Gaulle également mène une politique de renouvellement des générations. C'est l'époque où il a besoin de bébés français, effectivement. Et c'est là que sont créées les allocations familiales, et c'est là qu'il déclare le 2 mars 1945, à la Libération, « S'il est acquis que décidément le peuple français ne se multiplie plus, alors la France ne peut plus rien être qu'une grande lumière qui s'éteint. Mais dans ce domaine encore, rien n'est perdu pour peu que nous sachions vouloir. » Donc il crée les allocations familiales. Je vous rappelle qu'aujourd'hui le problème de la natalité se repose en France, à la place du remplacement, évoqué par certains. Et là, dans ses mémoires de guerre, dans le tome 3, le général il évoque ce système complet d'allocation familiale, et voilà ce qu'il écrit. La nation donne aux familles un soutien proportionné au nombre de leurs enfants et qui dure pour chacun d'eux depuis le jour où s'annonce sa naissance jusqu'à celui où il est capable de subvenir à ses besoins. De ce fait, va se redresser la natalité française, si riche jadis qu'elle nourrissait l'esprit d'entreprise et la grandeur de notre race, mais qui en avait 100 ans, décliné au point que la France n'était plus qu'un pays statique et clairsemé. Et donc, c'est la mise en place des allocations familiales, effectivement, comme l'histoire des retraites, date des ordonnances du 4 octobre 1945, j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, qui sont à mettre grâce au général de Gaulle, et non pas grâce aux communistes, comme ils ont voulu le faire croire, effectivement. Donc, ça, c'est important. Et donc, non seulement il crée les allocations familiales, mais il crée ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le quotient familial, qui permet effectivement aux familles, en fonction de leur revenu et du nombre d'enfants, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages au niveau notamment des impôts. Alors, en 1958, enfin dans son mandat de président de la République, je pense aussi qu'il faut, toujours dans le cadre de cette politique familiale, rappeler ce qu'il a accepté de Jean Foyer, c'était lui qui était ministre à l'époque, en 1965, il met en route effectivement la réforme du régime matrimonial, qui datait de 1804, du Code Napoléon en fait. Il veut favoriser l'égalité entre l'homme et la femme au sein des couples mariés. C'est lui qui institue le droit pour les femmes d'ouvrir un compte bancaire en son nom. Parce qu'avant, elles n'avaient pas le droit, les femmes. Il fallait qu'elles passent par monsieur. Et le droit aussi de travailler sans en rendre compte à son mari. Elles sont aussi autorisées à gérer leurs biens personnels et l'autorisation de vendre un bien immobilier suite à une décision conjointe. Avant, elles n'avaient pas le droit. C'était le monsieur qui avait tous ces droits-là. Et puis, il y a effectivement la fameuse loi Neuwirth, qui institue le droit à, comment ça s'appelle, à utiliser la pilule, quoi, pour la contraception. Effectivement, avant, c'était un délit. On n'avait pas le droit d'utiliser la pilule. Et Lucien Neuwirth propose en 1967, effectivement, suite à la mise en place du nouveau gouvernement Pompidou après les élections législatives, il est constitué une commission qui traite de ce sujet-là,
Et De Gaulle qui réagit toujours avec des mots qui sont les siens, je ne veux pas favoriser la bagatelle, revient sur cette décision-là. Alors c'est là qu'intervient notamment Yvonne de Gaulle. Rappelez-vous quand même que le général de Gaulle avait une fille qui était trisomique quand même et qui est décédée à 20 ans, Anne de Gaulle, et il y a toujours une fondation Anne de Gaulle en France, et Yvonne de Gaulle insiste, et le général de Gaulle invite à l'Élysée Lucien Neuwirth, il se met d'accord avec lui, et sans prévenir Georges Pompidou, il demande à ce que la loi, effectivement, soit inscrite à l'Assemblée nationale. Et cette loi est votée, avec une partie, il faut bien le dire, des députés de gauche, comme l'histoire de la loi Veil sera faite d'ailleurs plus tard. Effectivement. Donc, la politique du général de Gaulle s'inscrit exactement pour également la politique familiale et la libération de la femme. Alors, le point que je veux aborder maintenant, rapidement, on pourra répondre à un certain nombre de questions, c'est la participation. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une idée, une philosophie générale, d'une part, et je voudrais citer son intervention le 1er mai 1950 évidemment, alors qu'il était à la tête du RPF, sur la pelouse bagatelle du temps du RPF. Il dit ceci: c'est l'association des hommes, de leurs intérêts, de leurs capacités que nous entendons bâtir. Ce sont des sociétaires et non des adversaires qui, selon nous, doivent assurer ensemble la marche des entreprises. Donc, il considère effectivement que cette proposition doit être comprise comme une association consentie entre le capital et le travail, d'où l'idée de l'association capital-travail. Et le 7 juin 68, donc juste après les événements, dans le cadre de la campagne législative, il accorde une interview à Michel Droit, et il dit ceci: il y a une troisième solution, c'est la participation. Elle change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Dès lors que des gens se mettent ensemble pour réaliser une œuvre économique commune, en apportant qui les capitaux nécessaires, qui les compétences de direction, de gestion et de technique, qui le travail, ils forment une société dans laquelle chacun doit être intéressé tant au fonctionnement qu'à la rentabilité, donc au profit. Cela implique qu'il soit attribué de par la loi la juste part de chacun. On verra que sa décision, de cette proposition qu'il fait le 7 juin 68 portera préjudice dans sa campagne pour le référendum 69. Et pour revenir sur la participation, donc j'ai rappelé tout à l'heure une ordonnance du 7 janvier 59, mais qui a le tort d'être simplement qu'une possibilité pour les entreprises, et non pas une obligation. Et puis, il y a un tournant essentiel en 1965, qui est ce qu'on appelle l'amendement Vallon. Dans le cadre du budget qui est prévu donc pour 1966, le 12 juillet 65, il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées à l'Assemblée pour modifier effectivement l'imposition des entreprises et des revenus immobiliers. Et Louis Vallon, qui est alors député UNR-UDT, fameux gaulliste de gauche, dépose un amendement à l'article 33 de ce projet de loi qui dit ceci: le gouvernement déposera avant le 10 mai 66 un projet de loi déterminant les modalités selon lesquelles seront reconnus et garantis les droits des salariés sur l'accroissement dû à l'autofinancement des entreprises. Cet amendement, il est voté.
et c'est là également que commence effectivement une discorde entre Georges Pompidou et le général de Gaulle. Georges Pompidou considère que cette évolution et cette proposition ne va pas dans le bon sens pour ce qui le concerne. Et il y a alors à l'époque une alliance qui se crée entre les libéraux de Giscard d'Estaing, qu'on retrouvera d'ailleurs en 69, hein, puisqu'il appellera à voter non, les centristes de Jean-Luc Annuet, la gauche et globalement le patronat. Par rapport à ça, ce qui est important de rappeler, c'est qu'à l'époque, il y avait donc des défenseurs de cette politique de participation, Louis Vallon, René Capitan, mais surtout, un nom que peu de personnes connaissent, Marcel Louachot. Marcel Louachot, qui développe une théorie, le pancapitalisme, que j'ai rencontré une seule fois, quand j'étais jeune syndicaliste, et qui en fait propose que dans le cas des autofinancements dans l'entreprise, lorsque effectivement l'entreprise dégage une partie du bénéfice à mettre dans l'autofinancement, l'augmentation de capital pour étendre l'entreprise, développer l'entreprise, etc. Que considérant que cet argent qui est mis effectivement dans l'autofinancement, dans des investissements, résulte d'un travail commun entre le capital qui a apporté les fonds et le travail, effectivement, celui des salariés, pour le moins, doit être partagé avec les salariés. Et c'est là que le pancapitalisme propose que dans le cadre de cet autofinancement, lorsqu'il y a augmentation du capital, il y a distribution d'actions au personnel, avec certaines conditions, effectivement, on ne peut pas les vendre comme on veut, mais qui permet aussi que de transformer le salarié en capitaliste, qui va toucher des dividendes, et Dieu sait si ces derniers temps on a entendu parler en France partout avec les dividendes d'un certain nombre d'entreprises. C'est-à-dire que si on avait écouté à l'époque, aujourd'hui les salariés seraient copropriétaires des entreprises, toucheraient des dividendes, et ça se traduirait par la suppression effectivement de la lutte de classe. Chose que malheureusement on n'a pas su faire. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Et cela se traduit comment? Cela se traduit qu'en 1968, lorsque Couve de Merville remplace Georges Pompidou à la tête du gouvernement après les élections législatives, le général de Gaulle donne un ordre, effectivement, qu'on lui propose très rapidement un plan, et notamment une loi sur la participation, pour que tout ceci puisse être effectivement voté à l'Assemblée nationale. Parce que, et là on en arrive à la condition du référendum 69, où effectivement la campagne se fait, enfin le référendum du moins, traite de la réforme du Sénat et de la régionalisation, mais ne traite pas de la participation, parce que la participation, qui doit être un accord entre les salariés et le patronat, ne rentre pas dans le cadre d'un référendum, de l'article 11. Mais avant d'en arriver au référendum, dès juillet 68, il demande à son gouvernement de lui préparer une loi avec tous les textes et tous les détails dans la loi, parce qu'il ne veut pas que derrière une loi qui serait éventuellement votée, on passe à des décrets d'application qui sont faits X temps après. Il veut tout de suite, dès le mois de septembre 69, donc après le référendum, passer une loi complète pour application immédiate à l'Assemblée nationale et basée sur, effectivement, ce qu'il était prôné dans le pancapitalisme. C'est une révolution, et c'est pour ça que le titre de mon ouvrage, c'est une révolution en héritage, parce que ça n'a pas été plus loin, faute, effectivement, d'avoir gagné le référendum de 69. Alors, simplement, sur le référendum 69, le plus important, à mon avis, c'est d'instituer un Sénat avec une partie qui garderait ses prérogatives par rapport aux collectivités territoriales, donc politiques,
mais également de fusionner avec le Conseil économique et social, de telle façon que quand il y a un projet de loi, il passe d'abord au Sénat pour entrer dans les détails très pratiques de la loi, avec effectivement des intervenants qui sont du domaine économique, social, culturel, etc. Et qu'après, il passe à l'Assemblée nationale, où là, il y a un domaine très politique, effectivement. Et il propose la création des conseils régionaux en lui donnant tous les moyens. Mais il ne propose pas une élection au suffrage des conseillers régionaux. Pour la simple raison, c'est qu'il considère que ce qui est important, c'est d'abord l'État. Et ce qui est important également pour lui, c'est le fameux plan. Le plan existait à l'époque. Moi, je me souviens d'avoir travaillé sur le 4e plan. Il ne faut pas oublier que le plan, c'était... Il y avait deux parties. Il y avait d'abord... on regardait ce qui se passait. Et puis, une fois que tout le monde était d'accord là-dessus, on prévoyait un certain nombre de choses. Et tout ça, ça passait à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que tous les acteurs de la vie économique, sociale, d'investissement, etc., connaissaient effectivement les orientations. On savait où on allait. Et là, derrière, il y avait... Aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Il n'y a plus de plan. Si on a un commissaire au plan, François Bayrou, qui ne prend plus rien, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, il n'y a plus de vision, d'avenir. On ne sait pas où on va. Et à partir du moment où vous demandez des efforts aux gens, il faut qu'ils sachent où ils vont. Si on ne sait pas où on va, ce n'est pas la peine de demander un effort. Effectivement. Et donc, ce référendum, il le perd parce qu'il y a effectivement une coalition anti-De Gaulle. Il y a notamment la gauche et les syndicats. Alors, les syndicats, on peut en parler si vous voulez après, mais sauf, ne font pas partie de ce cartel anti-De Gaulle, les syndicats indépendants, j'en faisais partie, et également la Fédération de transport FO, c'était la seule fédération qui était d'accord avec le référendum, contrairement à tout le reste de FO, la CFTC, la CGC, qui sont dans cette affaire plutôt neutres. Au niveau politique, De Gaulle se heurte aux centristes et à Giscard d'Estaing. Quand on connaît, et puis il y a le fameux appel de Rome de Georges Pompidou, qui déstabilise un petit peu tout ça, puisqu'il dit, grosso modo, si demain la place est libre, je suis prêt à y aller. Et donc dans ce cas-là, le patronat, la droite très classique, se dit, bah, si De Gaulle il dégage, on a Pompidou derrière. Et alors, il faut savoir quand même, et moi j'ai été pris au piège, je le dis, c'est que pour l'élection de Georges Pompidou, donc après le référendum, j'ai été un des premiers, j'habitais à l'époque Champigny, aller faire la campagne de Georges Pompidou. Je me rappellerai toujours d'avoir eu même un accident de voiture pour coller des affiches, chose que j'ai regretté plus tard. J'ai regretté beaucoup plus tard. Et donc, il perd, sachant que le pourcentage où il perd, il suffisait que Giscard d'Estaing soit un peu plus, qui corresponde un peu plus à la vision de De Gaulle. Giscard d'Estaing, c'était 3-4%, ça suffisait pour passer. Et donc derrière, il y aurait eu la fameuse loi sur la participation, chose qu'on n'a pas eu. Alors, quand même, rappelons quand même cette force, cette fameuse phrase d'André Malraux, je sais s'il était proche de De Gaulle, André Malraux, et qui dit le 23 avril 69, donc juste avant le référendum, il dit ceci au Palais des Sports, il dit à Georges Pompidou, il est grand temps de comprendre qu'il n'y a pas d'après-gaullisme contre le général de Gaulle. On peut fonder un après-gaullisme sur la victoire du gaullisme, mais on ne pourra pas en fonder aucun sur la défaite du gaullisme. C'est André Malraux qui dit ça. Et rappelez-vous, c'était un des premiers à quitter le gouvernement après la défaite du général de Gaulle. Alors, on a beaucoup parlé sur ce référendum. Certains ont dit
c'est un suicide de la part du général, il préfère partir sur une défaite, etc. Moi, je n'ai pas du tout cette conviction. Cette conviction à l'époque, quand j'ai effectivement fait la campagne en 1969, j'avais le sentiment très fort qu'il voulait gagner ce référendum. Il voulait rester là. Jusqu'à l'année suivante, il avait dit qu'il voulait quitter le pouvoir à 80 ans. Et donc, à mon avis, il aurait de toute façon démissionné en 70. Bon. Il faut... Alors, certains ont dit que c'est un suicide collectif. Ceci dit, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Moi, je considère qu'il voulait gagner. Il a été trompé par un certain nombre de personnes qui lui devaient quand même sa carrière. Je pense notamment à Valéry Giscard d'Estaing, quand même. Et puis je pense aussi à tout ce qui grenouillait autour de Georges Pompidou, qui refusait cette idée de la participation. Et ceci est quand même très dommageable. Et donc, il ne faut pas oublier aussi que Rouanet, qui a écrit sur cette fameuse proposition de loi sur la participation, écrivait dans son livre, les ministres n'ont pas relayé le général, ils sont allés au référendum sans mener campagne, ils ont eu peur de perdre plus du côté conservateur qu'ils n'auraient gagné du côté progressiste. À ce calcul-là, ils ont perdu sur les deux tableaux. Et donc, Rouanet a écrit son dernier ouvrage sur, effectivement, ce projet de loi sur la participation. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, on pourra rentrer dans les détails. Mais c'est là, effectivement, je considère que c'est une œuvre inachevée et qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un contrat social, il y aurait bien besoin d'aller dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que le temps tourne. Je ne sais pas combien de temps, si je suis bien resté dans le temps. J'ai peut-être dépassé. Oui, je suis bavard. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Ceci étant dit, vous avez dans cet ouvrage, pour ceux qui veulent le prendre, effectivement, tous les détails nécessaires sur ce problème, en rappelant beaucoup quand même que, contrairement à ce qui a été dit, De Gaulle est peut-être plus social que ceux qui se réclament du socialisme, parce que c'est très facile de dire ça. Je suis socialiste, je suis humaniste, etc. Au bal, hein. Bon, on en a vu d'autres, puis il faut quand même rappeler, ce sera mon dernier mot, sur Mitterrand. Moi, j'ai connu Mitterrand en tant que président de la République. En fin 82, en tant qu'organisation syndicale, je négocie avec les autres organisations syndicales, la direction de la RATP et le Premier ministre, en tant qu'entreprise nationale, l'interlocuteur, c'était d'abord le Premier ministre. Nous négocions les salaires pour 1983. Et c'est la première fois dans ma carrière syndicale où je suis amené, on me propose un accord où on n'augmente plus les salaires par rapport à l'évolution des prix. C'était 1982, fin 1982. J'ai été la seule organisation syndicale à refuser de signer cet accord. Moi qui étais quand même basé sur le compromis d'abord, eh bien, moi j'ai vu la CGT signer, tout simplement parce qu'ils avaient comme ministre Charles Fitterman, communiste. J'ai vu FO signer, effectivement, parce qu'ils étaient toujours fourrés à Matignon. La CFDT, qui à l'époque était ultra-gauche quand même, hein, parce que la CFDT a évolué énormément. Et à l'époque, c'était ultra-gauche. Signé, tous les autres syndicats signés, sauf un syndicat indépendant, et j'étais fier, effectivement, de m'opposer à ça, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, de l'évolution des salaires qui n'est pas calée sur l'augmentation des prix. Alors, on peut en discuter, parce qu'effectivement, ça a des conséquences pour les entreprises. Mais moi, j'ai connu une période du temps de Chaban-Delmas, quand il était Premier ministre, où on signait des accords, où même quand il y avait une évolution des prix de 17%, on avait d'abord une augmentation des salaires de 17%, puis, en tant qu'entreprise nationale, il faut le savoir, ça c'est des détails que personne ne connaît,
on avait une participation, une augmentation de la masse salariale en fonction de l'augmentation du PIB, avec une fameuse formule qui nous permettait d'avoir une augmentation en plus de l'évolution des prix supérieure, et à partir desquels on avait une masse salariale qu'on pouvait négocier avec la direction par rapport à des catégories, etc. C'est comme ça qu'on a réussi à augmenter les salaires les plus bas à la RATP, parce qu'on avait effectivement cette formule calée sur l'augmentation du PIB. C'était quand même une politique sociale qui découlait effectivement de la période du général de Gaulle. Et ça, je voulais terminer là-dessus. Donc vous dire, si vous voulez ce livre, on est à votre disposition, avec un petit mot, et puis, puis après on peut discuter de tout ce que vous voulez. On va commencer. Merci à vous. On va peut-être juste faire 2-3 questions pour ensuite passer au repas, et on fera les questions pendant le repas. D'accord, il n'y a pas de passer des petits papiers pour que vous notiez vos questions. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer le bal des questions? Oui. Oui, l'exposé est très intéressant. J'ai mon père qui participait à la commission ballon, alors j'ai été bercé un peu par tout ça. Ah oui. Je voulais savoir si dans votre livre vous parlez des nouvelles évolutions, si vous faites référence aux lois sur la participation, à l'évolution de ces lois. Alors, on en fait un tout petit peu référence, parce que le but du livre c'était pas ça. Simplement un mot là-dessus. Il y a eu des évolutions, certes. Moi, je me rappelle d'avoir fait une conférence sur ce sujet à la Fondation Charles de Gaulle, avec Godefrin. J'ai été un peu déçu. Je trouve que les évolutions qui ont été faites sont des évolutions positives, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais pas suffisamment, à mon avis. Quand je parle d'une révolution, je parle d'une révolution. Tant qu'on n'aura pas franchi le pas de l'association Capital-Travail, on n'aura pas fait effectivement ce que De Gaulle proposait. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui dans les entreprises. Parce que dans les entreprises, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Les salariés sont, en règle générale, mécontents, notamment dans les grosses entreprises, parce qu'effectivement, ce que proposait Marcel Louachot n'est valable que pour les entreprises d'un certain nombre de salariés. C'est pas le boucher du coin qui a 2 salariés qu'on va régler ce problème de cette façon. Il y aura d'autres façons. Mais dans les grosses entreprises, si aujourd'hui on avait des salariés qui étaient copropriétaires d'entreprise, parce que le fait d'être actionnaire c'est d'être copropriétaire, d'abord on n'aurait pas connu pendant un certain nombre d'années des délocalisations qu'on a pu connaître avec tout ce que ça a pu poser de problèmes. Et puis en plus, les salariés seraient considérés autant dans leur volonté de participer à la gestion d'entreprise. Alors quand on dit la gestion, ils ne vont pas remplacer le patron, il y aura toujours un patron, sauf qu'ils vont participer effectivement. Moi je l'ai connu, cette évolution, j'y ai participé beaucoup à la RATP en tant qu'entreprise nationale effectivement, où on a eu des membres d'organisations syndicales au conseil d'administration, qui a évolué aussi, d'ailleurs. Avant, quand moi je suis rentré à la RATP, j'ai eu l'impression de rentrer dans une administration. Bon. Ce n'est qu'à l'arrivée de Christian Blanc, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de lui, moi j'ai lu comme PDG à la RATP, il a transformé l'administration en entreprise, avec une gestion de droit privé, sur le fond. Après, je l'ai rencontré lorsqu'il a été député, puis ministre, etc. Rappelez-vous, c'est lui qui est parti du ministère parce qu'il achetait des cigares, parce que je l'ai toujours vu fumer un cigare, Christian Blanc, toujours. Y compris en réunion, où il n'était pas très recommandé de fumer. Même moi aussi je l'ai fait, à l'époque on avait le droit de fumer en réunion, mais lui il arrivait toujours avec son gros cigare. Il n'arrivait qu'avec ça, il avait tout dans la tête, il n'y a pas besoin de papier, c'était un homme d'une classe énorme. Moi, bon, c'est lui qui a institué par exemple, lorsqu'il y a des grèves, comment ça s'appelle, truc où il y a une obligation de service minimum, c'est lui qui l'a instauré.
et au niveau sécurité, c'est juste une anecdote, c'est lui qui a instauré à la RATP les services d'ordre. Le fameux GPSR, le Groupement de protection de services de réseau, où il a demandé à tous les syndicats s'ils étaient d'accord pour instituer ça, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité dans le métro. Il y a un syndicat qui lui a donné son aval, c'est le mien. Et depuis qu'il a instauré ça, je peux vous dire que la sécurité dans le métro a été nettement améliorée, même s'il y a encore des problèmes. Et il a instauré effectivement ce service. Il y a eu une reprise du pouvoir au niveau du terrain par la RATP. Et pour en revenir au problème de la participation, nous ne sommes pas allés assez loin. Si je peux juste finir sur mon propos, la participation, bon, la participation, c'est pas seulement l'intéressement. Non. Il faut bien comprendre que l'intéressement, bon, pour les salariés, c'est très bien parce que ça leur fait un peu plus d'argent en fonction de l'évolution du profit de l'entreprise, mais c'est surtout un instrument qui nous libère de la lutte des classes. La lutte des classes est considérée comme l'instrument du progrès pour les marxistes-léninistes. Et c'est pour ça qu'ils se sont toujours opposés à la participation. Ils savent très bien que si on arrive à faire cette association dans l'esprit des travailleurs, entre les travailleurs et les capitalistes, la lutte de classe n'existe plus. Parce que là, le fait que les travailleurs puissent, par la participation, non seulement l'intéressement, mais la participation, avoir des actions de l'entreprise, et bien, suivant les statuts de l'entreprise, ils peuvent arriver à la minorité de blocage au sein de... avec le temps. Il faut une certaine quantité. Oui, mais ça, on peut changer les statuts d'entreprise. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui va dans ce sens-là peut faire évoluer les statuts des entreprises. Voilà, mais il peut faire évoluer ces 30%. Ça dépend du gouvernement. Et à ce moment-là, tout l'édifice du libéralisme qu'on subit, où tous les flux d'argent sont partis à l'étranger sur des décisions donc des actionnaires, mais les travailleurs, finalement, n'y ont rien gagné. Ils auraient pu faire le blocage de ça. Et la configuration du travail en France aurait complètement changé et ils auraient peut-être ouvert de voie sur autre chose que la cogestion en Allemagne. Complètement. Quelque chose de juste un mot là-dessus. Marcel Wachau prévoyait dans ses études qu'il fallait effectivement 25 à 30 ans avant que les salariés puissent avoir effectivement presque une majorité, mais donc avec un pourcentage de majorité de blocage, effectivement. Alors, je voudrais juste rebondir rapidement sur... Ne pensez-vous pas que le problème principal qui est préalable à ce que vous dites en France concerne d'abord l'élection, le monopole syndical, c'est l'élection, où il y a le monopole syndical, qui à mon avis a des vrais problèmes, et le second problème, ne pensez-vous pas que le financement syndical est aussi un énorme problème. Je ne vois pas pourquoi les syndicats doivent être financés par l'État. Et vous enlevez les deux choses, et ça serait déjà une révolution dans le système. Je voudrais... Alors, c'est un sujet extrêmement important, qui a fait partie de mes luttes syndicales. Moi, j'ai eu la chance, à la RATP, de rentrer en 69, juste après le référendum, dans un syndicat qui était déjà jugé représentatif. Bon. Malgré un score qui était assez faible, un peu en dessous de 4%. Et donc, j'ai eu à lutter contre certains syndicats de la RATP qui voulaient effectivement faire supprimer le syndicat indépendant, qui était un des rares syndicats dits représentatifs dans les entreprises nationales, parce qu'il y avait ce fameux monopole syndical. Mais ce monopole syndical, pour montrer la connerie de cette affaire, qui donnait effectivement un droit de représentation, de représentativité aux seuls syndicats qui étaient dans les confédérations dites représentatives, CGT, FO, CFDT, au premier tour. En 1955, il y a des élections à la RATP. Alors, pour savoir, certaines élections étaient très... il y avait beaucoup de collèges, et donc il y avait une élection par collège. Et il y avait un petit collège
qui était une élection, c'était les gens qu'on appelle les lapins de couloir, hein, les services intérieurs, où il y avait très peu d'électeurs. Et dans cette élection-là, le syndicat indépendant, à l'époque, qui n'était pas représentatif, n'avait pas pu présenter des candidats au premier tour. Mais il avait appelé les électeurs de ce collège-là à s'abstenir, à ne pas voter. Donc il y a eu un deuxième tour, parce que c'était la loi. Ils ont présenté des candidats et ils ont eu un élu. Alors, j'ai dit 55, non c'est faux, c'est 49. 49. Et donc, en 51, lorsqu'il y a eu le renouvellement des candidats, c'était tous les 2 ans, le gouvernement était face à un problème où un syndicat non représentatif avait des élus sortants. Et donc, il a donné la représentativité au syndicat pour qu'il puisse représenter ses candidats sortants. Et donc, en 51, le syndicat indépendant, malgré le peu de voix, effectivement, a été nommé représentatif. Donc, c'est pour montrer un peu l'idiotie. Et plus tard, moi, le syndicat indépendant appartenait à une confédération dite la Confédération française du travail, où effectivement, l'un des points de revendication importants, c'était la suppression du monopole syndical. C'est-à-dire des élections syndicales totalement libres. D'ailleurs, entre parenthèses, dans le fameux projet de loi que De Gaulle voulait proposer en 1969, figurait cette possibilité. Je tiens à rappeler que dès 1959, De Gaulle voulait des élections libres. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, sur le projet de loi de participation, il ne passe pas par le comité d'entreprise, il crée dans cette loi un comité de participation avec des élections totalement libres, en partant du principe que les syndicats défendent des intérêts particuliers alors qu'il s'agissait de défendre l'intérêt général de l'entreprise. Le droit, voilà. C'est le droit de syndicat. Et ça c'est le fameux droit syndical. Alors moi j'ai connu à la RATP 2 façons d'aborder le droit syndical. Quand j'ai commencé en 1970 à être permanent syndical pour mon syndicat, on avait un droit syndical qui était un accord d'entreprise, qui entre parenthèses était du top. Pour le syndicat, c'était du top. Après est arrivé Auroux, avec ses lois Auroux, qui a imposé dans les entreprises nationales le droit du travail tel qu'il est fait, en créant multiples établissements, etc. On est passé à 10 établissements la RATP, alors qu'avant, il y avait une élection complète pour la RATP, là, c'était 10 établissements, avec tous les problèmes des heures pour les organisations syndicales, et le paiement. Et effectivement, l'octroi de subventions pour les syndicats. Moi, je me souviens très bien que la plupart des syndicats de la RATP étaient logés à la Bourse du Travail, sauf le mien. Il a fallu que j'aille pleurer à la mairie de Paris pour qu'ils nous donnent une subvention pour se payer des locaux. Je me rappelle d'avoir vu Alain Juppé, à l'époque, qui était aux finances, donc à la mairie de Paris, pour avoir une subvention, effectivement, parce qu'on n'avait pas de locaux. Alors que les autres, ils étaient à la Bourse du Travail, la CGT. Alors, non seulement ils avaient la Bourse du Travail, mais en plus, quand on va à Montreuil voir leur siège, il n'y a plus d'un syndicat qui aimerait bien avoir un siège comme ça. Hein. Remarquez, vous allez me dire, le Parti communiste, place du colonel Fabien, c'est également du luxe. Hein. C'est également du luxe. Et donc, effectivement, un des points essentiels, c'est la liberté syndicale totale, y compris d'élection. Alors, on y est un peu aujourd'hui, parce que tout le monde aura présenté maintenant des candidats au premier tour. Il faut avoir un certain pourcentage pour être considéré représentatif. 10%. Bon. Et puis l'histoire, effectivement, des subventions et du financement des organisations syndicales, ce n'est pas normal. Mais tout le monde est fautif dans cette affaire. Il y a le politique, mais également le patronat, les partis politiques, etc. Les financements. Il faut savoir, je prends un exemple, moi, qui est épouvantable sur le fond. Comment est né EFO en 1947? La scission avec la CGT. Et comment a été financé EFO? Financé par les Américains, pour casser effectivement
tout ce qui était coco, etc. à l'époque. Alors moi je m'en souviens pas, parce que j'étais pas encore né en 47, pas tout à fait. J'étais pas loin, mais bon. Mais ceci étant dit, donc les syndicats ont été beaucoup financés comme ça. Beaucoup financés comme ça. Donc voilà. Mais je suis complètement, je partage totalement votre avis. Le syndicalisme, pour être véritablement représentatif des salariés, il doit être totalement indépendant. Indépendant dans tous les sens du terme. C'est ce que moi, personnellement, j'ai fait pendant 25 ans. Je propose, Pierre, tu gardes la question en tête, je propose qu'on se transfère sur la table, parce qu'on est en train de servir. Je crois qu'on continue un peu la discussion.